Je suis Jérôme, acteur de la food et restaurateur. Ma femme m'a mis un bon coup de pied au cul, en fait. Je pense que c'est un peu ça qui a fait que ça s'est déclenché. C'était un rituel du vendredi soir où je faisais les pizzas à la maison. J'ai commencé avec des pâtes Herta que j'ai étalées moi-même, tu vois, que je retravaillais un peu pour que ça boursoufle. Mon seul regret, c'est peut-être de ne pas l'avoir fait un peu avant. Mais aujourd'hui, en tous les cas, je suis plus dans le kiff. Je bosse avec mes filles tous les jours, tu vois, c'est un moment familial qu'on passe. Ça se passe super bien, on s'entend tous très bien, tous les trois. Bienvenue à tous dans le premier épisode de Dame c'est bon, le podcast. C'est le podcast qui va à la rencontre des acteurs de la food. Le podcast est bien entendu à retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et sur YouTube. Aujourd'hui, on est avec Jérôme. Salut Jérôme. Salut. Comment tu vas ? Très bien, ça va super bien. Alors, je vais te laisser te présenter rapidement. Ouais, déjà, je viens de comprendre que j'étais acteur de la food. Donc, je suis Jérôme, acteur de la food et restaurateur. Donc, ça fait 1 an et demi qu'on est installé ici dans le restaurant avec mes filles, où on a ouvert donc en mai 2023. Et donc, voilà, c'est une aventure qu'on a démarrée tous ensemble en famille. Comment ça s'appelle ici ? Ici, ça s'appelle Afoconero. Afoconero, ça veut dire au feu noir. C'est une pizzeria street food italienne. On fait de la cuisine de rue. Et donc notre credo, c'est ça, c'est d'être sur une offre culinaire qui n'était pas encore très existante sur Rennes. Pas les pizzas évidemment, mais en tous les cas sur plutôt la partie street food qu'on a proposée. Donc voilà, c'est ce qu'on fait depuis 1 an et demi. Très bien, on va revenir après plus loin dans l'épisode sur justement comment t'en es arrivé là. Ouais. Le premier thème, ça serait un peu de dire toi tes premiers souvenirs justement liés à tout ce qui est peut-être à l'enfance, des moments en cuisine ou qu'est-ce qui t'aurait peut-être marqué qui fait qu'aujourd'hui t'en es arrivé là. Ok, bah écoute, des souvenirs de cuisine j'en ai plein, donc c'est un peu la maman qui cuisinait. Non, en fait, la cuisine, pour moi, je suis tombé dedans tout petit. Mes grands-parents étaient commerçants. Ils avaient un bar-restaurant. Donc, j'ai toujours un peu baigné dedans. Et j'ai toujours passé, moi, mon temps beaucoup dans la cuisine, à côté de ma grand-mère qui cuisinait, de ma mère qui cuisinait. Donc, c'est un truc dans lequel j'ai toujours été un peu imprégné. Après... la vie a fait que j'ai pris un virage qui n'était pas celui de la cuisine parce que à l'époque j'étais peut-être pas prêt ou pas suffisamment mature pour aller vers ça. Donc les écoles d'hôtellerie n'ont pas voulu de moi, voilà, à mon grand regret. Mais voilà, je suis parti dans le commerce, j'ai fait autre chose et puis en gardant toujours en tête l'envie d'y revenir. Donc ça y est, on est là, ça y est maintenant, on est revenu et content d'y être, mais toujours plein de souvenirs de cuisine en tous les cas en tête, ouais. Donc t'as toujours baigné là-dedans. Tu parlais de virage et comment du coup t'en arrives aujourd'hui à être acteur de la food comme on disait. Ouais. Le virage, tu l'as repris quelque part à un moment, t'es revenu vers ça. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le parcours qui fait que t'es parti de justement dans un milieu qui n'était pas ce que tu fais aujourd'hui à aujourd'hui? Ouais. En fait, j'ai donc pris moi un moment ce virage commerce. Commercial du coup, donc j'ai travaillé dans le commerce, j'ai travaillé dans les entreprises, dans la vente de services, etc. C'est un des métiers dans lesquels je me suis aussi bien plu, éclaté. C'est des métiers de contact comme la restauration aussi, donc finalement j'y ai retrouvé aussi mon compte là-dedans. Et puis écoute, la vie fait qu'à un moment on se pose des fois des questions, l'âge aussi, et puis je suis arrivé à un âge où à un moment je me suis dit est-ce que vraiment je fais ce que j'ai toujours voulu faire. C'était à quel âge ça à peu près ? C'était quand j'étais beaucoup plus vieux. J'étais même plutôt très jeune, c'était il y a 2 ans, j'avais 25 ans à peu près. Non, c'était en fait c'est un peu les événements Covid aussi qui ont un peu fait tout ça, donc j'avais 48, 49 ans. Ce que je demande, parce que dans les histoires qu'on va vouloir découvrir de toutes ces personnes, l'âge, ok, c'est un nombre, c'est un numéro, c'est pas forcément le plus important. L'idée c'était de comprendre un peu chacun une histoire, et en fait potentiellement le virage, toi tu l'as pris à tel âge, mais ça se trouve la personne qu'on va rencontrer plus tard à dire moi je l'ai eu à 18, à 22, à 25, clairement. Et c'est intéressant de se rendre compte que ce virage là tout le monde peut le prendre. C'est un déclic, donc toi tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, mais c'est un peu ça la question. Ouais, d'accord, ok. Donc il n'y a pas d'âge, effectivement, je pense que en tous les cas pour moi il est arrivé à ce moment là. Parce que dans ma vie finalement c'était peut-être le bon moment et puis je me suis dit que fallait que j'aille vers quelque chose que j'avais toujours eu au fond de moi envie de faire et voilà, donc c'est arrivé tardivement, mais je pense que c'était aussi le bon moment. Enfin en tous les cas
J'ai pas de regret de ma vie d'avant. J'ai eu un beau parcours. Je suis content du parcours que j'ai eu dans les entreprises où j'ai pu travailler. Mon seul regret, c'est peut-être de ne pas l'avoir fait un peu avant. Mais aujourd'hui, en tous les cas, je suis que dans le kiff de la food et de travailler avec mes filles, ma femme. Voilà, donc c'est un bonheur, quoi. Incroyable, en tout cas, de pouvoir réussir à se dire, ok, je fais le switch et puis d'y arriver en fait aussi. Ouais. Et comment justement on y arrive, comment on passe de j'ai l'envie et je le concrétise, ou en tout cas je tends vers la concrétisation de le faire, parce que j'imagine qu'il y a quand même plusieurs étapes entre l'imaginer et le vivre. Bah, en fait, comment ça passe? Je pense que j'ai eu ma femme m'a mis un bon coup de pied au cul, en fait. Je pense que c'est un peu ça qui a fait que ça s'est déclenché. C'est elle qui m'a dit est-ce que c'est pas l'occasion maintenant d'y aller? Est-ce que tu te sens pas prêt? Parce que je lui en avais toujours parlé, et en fait je crois que j'avais besoin que quelqu'un, peut-être, tu vois, me mette un bon coup de pied au cul pour y aller. Je sais pas si tout seul je serais allé spontanément aussi facilement que ça. Donc on est allé par étapes. On a commencé par en fait répondre à des invitations d'amis pour faire des prestations chez eux, pour faire de la pizza, choses comme ça. Et puis à faire. Et puis à un moment, le bouche à oreille a fait qu'on a été de plus en plus sollicité par d'autres personnes qui venaient dans les événements qu'on avait pu faire. Et puis ça nous a rempli nos week-ends au fur et à mesure, alors qu'au départ on pensait faire ça juste pour des amis. Et puis progressivement on s'est dit ça y est, on a un peu les pieds dedans. Donc ça, c'était quand on était en food truck. On a commencé comme ça avec un petit food truck, mais on faisait pas du food truck d'emplacement fixe. On était que sur de l'événement privé, anniversaire, mariage, bar mitzvah, tout ce qui est possible, événements des entreprises, etc. Donc top pour se faire du réseau, ça. Ouais, entre autres. Et puis parce qu'en fait je trouvais qu'il y avait un côté hyper sympa quand tu fais de l'événement comme ça. C'est que t'es attendu, les gens sont contents de te voir, c'est eux qui viennent te solliciter pour que tu viennes faire une prestation. Donc il y a toujours un accueil qui est assez positif. Puis il n'y a pas de surprise, on sait pour combien de personnes on vient, donc il n'y a jamais il n'y a pas de perte, tu sais à peu près pourquoi tu es là, ce que tu as à faire, combien tu as à faire. Et du coup, puis c'est toujours des moments de fête en fait, donc on bénéficie aussi de ça. Et des fois, on a fini les soirées avec les gens chez qui on était invités pour faire les prestations, ils nous ont demandé de rester parce qu'on avait créé du lien, quoi. Donc, tu parlais d'humain, là, tu étais exactement là-dedans. Ouais, clairement. C'est quelque chose qui te motive aussi dans cette envie d'aller vers ce milieu-là. Pour rester dans l'esprit food, ça me nourrit, quoi, en fait. Effectivement, je pense que j'ai besoin de ces contacts-là. C'est aussi pour ça que d'ailleurs le resto, on l'a pensé de cette manière-là, pour être aussi en proximité avec nos clients. La manière dont c'est agencé, c'est d'avoir ce contact-là en permanence, en fait. Moi, les gens, ils passent devant la saladette pour nous dire c'était super bon, merci, et comment vous faites ci, comment vous faites ça. Donc on a un contact hyper privilégié. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on est venu, nous, dans la restauration. C'est un peu par hasard, au départ rendant service à un couple d'amis pour un anniversaire, et puis après ça s'est enclenché un peu rapidement, quoi. Donc on a investi dans un food truck. Et puis on a commencé à remplir les week-ends, les vacances par des dates, et puis on s'est rendu compte, en tous les cas moi ça me nourrissait énormément, ça me plaisait beaucoup, et le hasard a fait qu'un jour sur un salon de la gastronomie à Rennes, café hôtel restaurant, je suis tombé sur un de mes cousins qui est agent immobilier, et puis en discutant avec lui, je lui ai dit tiens, si un jour dans les 3, 4, 5 ans à venir t'entends parler d'un endroit super sympa pour peut-être qu'on s'y mettra, on se posera et on s'installera. Mais c'était vraiment, tu vois, un truc sur lequel on ne se projetait pas dans l'immédiat. Et il m'a appelé la semaine d'après pour me dire écoute, j'ai un truc, si tu veux, je t'emmène, je te fais visiter, quoi. Et il nous a fait visiter ici. Et quand j'ai eu. Alors, il n'y avait rien, hein, c'était en chantier total. Et en fait, quand j'ai vu le lieu et l'emplacement, je me suis dit si ça doit être quelque part, ça sera là. Alors. Et voilà, et ça s'est enclenché comme ça. Ok, donc c'est allé quand même assez vite. Ouais. En fait, ça a mis, on va dire, on a fait à peu près un an de food truck en événementiel. Et puis, c'est l'année suivante où on commençait à se dire, on va continuer comme ça. Moi, j'avais mon activité pro encore à l'époque, donc c'était un complément que je faisais en plus les week-ends. Et puis progressivement, on est venu à tomber sur la pépite. Donc ça s'est fait assez vite, ouais. C'est le moment de te rappeler que le podcast est produit par Crescent, notre agence de communication et de création de contenu. Si le sujet t'intéresse, tu peux nous contacter directement sur notre site crescent-communication.com. On va reparler après de justement le côté restauration, lieu physique, etc. Mais tu parles justement de lancer un food truck, de la pizza, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer le pourquoi la pizza et quelles sont tes inspirations liées à ça justement? En fait... Moi, je suis un gourmand. En fait, je suis un gourmand. Quand je vais quelque part, la première chose que je cherche, c'est les endroits où on va nous proposer des choses que je ne connais pas. J'aime bien la street food, en général. Quand je viens dans un pays étranger, c'est la première chose que je vais souvent essayer.
Donc j'aime bien la cuisine de rue, j'aime bien promener, discuter avec les gens, découvrir des choses que je connais pas. Donc ça c'est un peu fait de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est mon côté à moi déjà assez. J'aime les bonnes choses, j'aime j'aime le gras, j'aime la vie, j'aime ce qui est bon quoi. Un épicurien quoi. ouais, exactement ouais. Et en fait l'inspiration elle vient un peu de tout ce que j'ai vu un peu partout, tu vois, et en me disant ça doit être trop bon, et en me disant en fait si je devais faire à manger ce serait plutôt ce genre de nourriture que je fais. En fait la pizza c'est presque j'en faisais depuis très longtemps. Mes filles ont grandi avec mes pizzas où c'était un rituel du vendredi soir où je faisais les pizzas à la maison. J'ai commencé avec des pâtes Herta que j'étalais moi-même, tu vois, que je retravaillais un peu pour que ça boursoufle. Et puis à force, tu t'améliores, tu progresses. Puis à un moment, j'ai acheté une pierre pour mettre dans le four pour que la pizza elle cuise aussi un peu comme un four à pizza. Et puis donc c'est un peu comme ça que j'y suis arrivé à la pizza. Puis à un moment, tu fais ta pâte toi-même, et puis du coup, tu es un peu plus satisfait. Et puis tu achètes un petit four qui, du coup, te rend un rendu un peu plus restaurant. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à la pizza. Mais le projet de départ ici, c'était finalement pas obligatoirement la pizza. La pizza, c'était presque. On s'est dit, on est obligé d'avoir une offre pizza parce qu'on était dans l'Italie. Mais on voulait lancer un projet de pizza mobile, tu vois, où les gens pouvaient manger de la pizza sans être sur place, en marchant dans la rue, comme ça se fait à Naples notamment, ou dans d'autres villes d'Italie. Et on voulait que la pizza ce soit vraiment quelque chose comme un sandwich, quelque chose voilà. Donc on voulait trouver une offre de différents sandwichs ou plats qui soient faciles à manger en marchant et qui rendent d'un seul coup la pizza mobile. Ouais, c'est vraiment le terme, c'est ça quoi. C'était de se dire je marche, j'ai ma pause d'1 heure pour manger, je mange une pizza au lieu d'être assis devant mon carton à boîte à pizza quoi. Et du coup, là, tu parlais de l'Italie, etc. C'est quelque chose que tu as toujours une curiosité par rapport à ce qui a été fait là-bas. Tu vas souvent, justement, voir ce qui s'y fait. Tu trouves des idées qui sont liées à tout ça ou pas ? En fait, pour être honnête, moi, mes origines sont espagnoles. Donc à Naples, il y a un quartier qui s'appelle le quartier espagnol d'ailleurs. Donc c'était presque un bon compromis pour moi où j'avais le sentiment de pas trop trahir mes origines et finalement de me trouver qui était un des quartiers où Maradona est un peu élevé comme un dieu là-bas. En fait, l'Italie, j'y suis allé 2 fois. Je suis allé à Naples, je suis allé à Rome. Donc, je connais pas plus l'Italie que ça, en fait. Mais par contre, moi, je suis beaucoup sur les réseaux, énormément sur les réseaux. Donc, je passe beaucoup de temps sur les réseaux, à regarder ce qui se fait, à fouiller, à farfouiner. Enfin, tu vois, vraiment, je creuse. Et puis, je vais de lien en lien, je les découvre. Et en fait, je m'abonne à plein de comptes. Et paf, ça me remonte beaucoup de choses où je me dis, tiens, ça peut être sympa. Et puis, après, c'est pas d'essayer de mixer des idées que j'ai vues à droite, à gauche. Et puis, de faire un truc... un gloubi-boulga de tout ça, quoi, et puis de dire, voilà, c'est nous, quand on refait une version de ce que j'ai pu voir, on le refait de cette manière-là, et c'est ce qui nous ressemble, nous, quoi. Mais donc, inspiration de l'Italie, oui, évidemment, parce que je trouve que la cuisine italienne est super bonne. Mais en fait, tu vois, c'est finalement ce que je te disais, c'est que l'offre qu'on propose, qui est la street food, elle est aussi au départ, et d'ailleurs c'est le nom de notre restaurant qui s'appelle A Fuego Negro. Ça vient d'un restaurant au départ à tapas espagnol qui s'appelle A Fuego Negro, qui était à Saint-Sébastien en Espagne, et qui était un restaurant à tapas, un bar à tapas un peu différent des autres qu'on avait l'habitude de voir, et qui, quand mes filles étaient petites, on allait assez régulièrement. Je les emmenais beaucoup là-bas, elles adoraient aller là-bas. Parce qu'on y mangeait bien, parce que l'offre était un peu différente, la musique était sympa, la déco était cool, et puis le cuistot était un talent incroyable dans son offre, et qui est d'ailleurs aujourd'hui étoilé. Depuis, il a ouvert un restaurant, il est étoilé. Et donc voilà, donc ça, tu vois, on a toujours été un peu là-dedans. Le tapas, c'est aussi une forme de street food, c'est quelque chose qui se mange à une bouchée, c'est de la finger food. Donc tu vois, on est toujours un peu dans ce même côté partage aussi. Ouais, exactement, le partage, ouais, tout à fait, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc c'est un peu ça qui nous a un peu mené. Donc l'Italie, oui, c'est une grosse source d'influence, évidemment, mais finalement pas que. C'est-à-dire que finalement, on a réadapté des choses espagnol en mode italienne ici, parce que à un moment on n'arrive pas à pas trop mettre les doigts dans l'Espagne, alors que c'est un peu nos racines, donc on se prive pas de faire des mélanges et de choses qui nous conviennent. La pizza du moment, c'est une pizza espagnole, chorizo, poivron, etc., guindillas. Donc on est vraiment sur des choses où on essaye un peu de faire croiser tout ce qui peut tout ce qui a en lien avec la street food et qui est une offre un peu différente de ce qu'on a. J'ai rien inventé, une pizza chorizo poivron, c'est pas un truc révolutionnaire, mais en tous les cas, on essaie d'apporter des goûts un peu différents. Ouais. Le côté hybride de différentes inspi, mais à la sauce à Fuego Negro. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc c'est hyper intéressant. Et quand tu reparles je commence avec mes pâtes Herta, etc. Comment toi tu
comment expliquer toute cette progression step by step, comment t'en es arrivé de commencer à niveau 0 et aujourd'hui là où t'en es, ça t'a appris tout seul, t'as eu un moment peut-être des personnes qui t'ont aidé, t'es allé te former auprès de personnes ou pas? En fait, donc j'ai plutôt appris tout seul. En fait, j'ai appris tout seul à force de faire, comme je disais, tu vois, avec la pâte Herta, etc. Et puis de voir les différences une fois que tu commences à faire ta pâte, les premiers échecs de pâtes qui sont pas à la hauteur, etc. Et puis progressivement, tu veux, ça s'est quand même fait, ça s'est étalé sur je dirais une bonne quinzaine d'années entre ce que j'ai pu commencer à faire comme pizza que je ne referai jamais aujourd'hui, que j'assumerai pas d'avoir fait, et ce qu'on sort aujourd'hui ici dans le restaurant. Donc on est vraiment sur pardon sur en tous les cas cette idée là je me suis auto-formé, j'ai appris en regardant les réseaux sociaux, c'est un peu vraiment comme ça que ça s'est fait, quoi. À force de faire, de progresser, de voir des tutos, des trucs comme ça. Pendant le Covid, c'était aussi une bonne période où là on avait un peu le temps, entre autres. Donc, les réseaux sont une vraie source. Après, formation pure, j'en ai pas eu avant de commencer vraiment. Hormis, j'ai fait une semaine un stage à Grenoble dans une école de pizza. Grenoble, Lyon, c'est un peu l'endroit où ça se passe autour de la pizza, où il y a beaucoup d'écoles de pizza, parce qu'il y a beaucoup d'Italiens aussi, c'est frontalier. Donc voilà. Donc j'ai fait une semaine pour, en fait, avant d'ouvrir ici, on avait déjà lancé le projet, c'était déjà acté. Et en fait, avant d'ouvrir ici, je voulais juste m'assurer quand même qu'on n'était pas trop à côté de la plaque, tu vois, parce que entre passer une production de pizza pour les amis, où tu es 3, 4, 5, 8, 10 autour de la table, et un restaurant où tu as 15, 20, 30 couverts, c'est pas le même rythme, c'est pas le même débit. Et du coup, je voulais quand même juste m'assurer que la pâte que je faisais, la manière dont je travaillais était assez cohérente par rapport à ce qu'on peut voir dans un resto classique pizzeria. Donc, je vais fait une semaine comme ça pour aller voir, ça m'a rassuré. Et donc, je suis revenu en me disant, c'est bon, on n'est pas trop à côté de la plaque et on peut y aller, quoi. Top, ça veut dire que vous n'étiez pas, comme tu dis, à côté de la plaque, et ça c'est important parce que c'est vrai que le fait de faire pour des amis, parfois les gens disent, quand c'est des amis, ils disent pas forcément les points négatifs. Et d'avoir un public autre qui te connaît pas, c'est vrai que là potentiellement derrière tu peux peut-être te prendre des tacles, alors que là tu as anticipé presque. Donc quand j'écoute tout ce que tu me dis aussi, moi il y a un truc qui me revient et qui me parle beaucoup, et notamment dans ce monde de la food, de la cuisine, c'est la passion. Moi quand je t'entends, je me dis ok, t'en es arrivé là, comme tu dis, t'as commencé on va dire, comme je disais tout à l'heure, au niveau 0, t'en es arrivé aujourd'hui. Moi je trouve que c'est la passion qui a réussi à alimenter tout ça, cette envie d'apprendre, et ça je trouve ça hyper important, parce qu'en fait dans ton milieu, dans le milieu de la food, moi c'est ce que je ressens la plupart du temps quand je rencontre les gens, c'est la passion. Comment toi tu décrirais justement cette relation avec la façon de faire les choses, de créer, d'être tout le temps dans le partage? En fait, je pense que le démarrage de la cuisine, c'est le partage, comme tu dis. Donc c'est faire plaisir aussi. Donc quand tu cuisines pour ta famille, des amis ou même des clients, ce que tu cherches à faire, c'est de leur faire plaisir, de leur faire passer un bon moment et de s'assurer que ce qu'ils mangent, ça leur plaît et qu'ils aiment. Donc en fait, on est vraiment dedans. C'est vraiment ça l'essence. On dit que c'est un métier de passion, la cuisine. Alors, c'est un métier aussi fatigant, on va pas se mentir. Mais c'est un métier avec les contraintes qu'on connaît, d'horaire, de jours de travail, etc. De vacances. Mais pour autant, je pense que la passion prend le dessus. Moi, je suis dans cette phase-là, tu vois. Peut-être que si j'avais 20 ans de métier, je serais un peu plus usé de tout ça, tu vois, un peu moins dans... Aujourd'hui, nous, on est dans le kiff total. Je bosse avec mes filles tous les jours, tu vois, c'est un moment familial qu'on passe. Ça se passe super bien, on s'entend tous très bien, tous les trois, on est voilà, il y a pas de souci. On a aussi progressé et appris, parce que entre le premier jour on a ouvert, et d'ailleurs je vois même aujourd'hui les photos sur Google de ce qu'on a proposé au tout départ. On n'avait pas d'assiette, tout était sur des planches. On était vraiment sur une notion de street food, tu vois. Et quand je vois les photos sur Google des premières pizzas qu'on sortait et ce qu'on sort maintenant, j'aimerais pouvoir, tu vois, supprimer ces photos-là et plus les voir, parce que je les assume plus complètement, tu vois, les premières pizzas. Mais on a appris aussi, finalement, en un peu plus d'1 an et demi maintenant, parce que ça fera 2 ans au mois de mai de cette année, on a appris aussi à progresser, à aller plus vite, à être plus efficace, plein de choses. En fait, nous, on voit bien aujourd'hui la différence entre la manière dont on travaille maintenant et la manière dont on travaillait au début. Et pour la petite histoire, quand on a ouvert ici, on s'était dit on va faire un gros buzz, on va faire un gros coup de pub sur les réseaux pour...
on s'était dit, on va faire qu'il y ait une queue de 150 personnes dans la rue qui vont venir chez nous pour que tout le monde parle de l'établissement. Et donc, on s'était dit, on va offrir les 150 premières pizzas, voilà, pour que vraiment il y ait un truc. Mais je ne sais pas ce qui nous a pris de penser qu'on pouvait faire ça. Et c'est bien qu'on ne l'ait pas fait, parce qu'on n'était pas prêt. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu ouvres un restaurant, et ça, c'est un vrai facteur clé de succès, je pense, c'est d'être prêt. Et nous, comme je te disais, le four, je découvrais. Moi, j'avais travaillé sur des tout petits fours. Là, je passais sur un four où je peux sortir maintenant 12 pizzas quasiment en même temps, avec un petit four d'une personne uni que tout le monde a pu acheter pendant le confinement, un truc à gaz. Bon, tu vois, c'est pas les mêmes ratios. Et en fait, ouais, on a bien vu qu'on a passé un cap. Et heureusement qu'on n'a pas fait ce buzz-là. Parce que je pense qu'on n'aurait pas eu le succès qu'on a rencontré depuis, parce qu'on se serait fait probablement un peu bad buzz. Ouais, bad buzz. Ouais, vraiment, ouais. Donc on a eu un moment de lucidité, de se dire non, on va peut-être pas faire ça, on va peut-être ouvrir humblement, commencer, voir, tester. Et je pense qu'on a bien fait, ouais, on a bien fait. C'est intéressant ce que tu nous racontes sur justement la façon dont tu évolues. Ouais. Est-ce que toi, justement, là, aujourd'hui, on est en 2025, comment tu vois les perspectives d'évolution justement du concept? Alors, à Foconero, j'ai vu aussi sur vos réseaux que vous aviez peut-être aussi quelque chose d'autre qui se lançait. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution en général de votre proposition? Écoute, en fait, donc à Foconero va rester, et en fait, alors il y a plein de gens, je touche du bois, on est un peu victime de notre succès, mais aujourd'hui on a une clientèle en tous les cas qui continue de nous fréquenter, de venir, de revenir. Donc on est souvent complet, mais c'est pas très grand, hein. On a 28 couverts à l'intérieur, un peu plus l'été, mais en tous les cas en hiver on n'est pas très grand. Donc en tous les cas on continue d'avoir beaucoup de réservations, et tant mieux. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Mais il y a plein de gens qui nous disent, parce qu'en fait on passe notre temps à dire aux gens désolé on est complet, désolé on est complet. Alors c'est un problème de riche, hein, attention, je suis lucide de tout ça. Mais en tous les cas il y a plein de gens qui nous disent mais arrêtez, faut prendre plus grand, c'est plus possible. Là maintenant, ça y est, vous avez votre public, vous avez votre clientèle, il faut aller dans un autre endroit et faire quelque chose de plus grand. C'est séduisant et c'est tentant en fait, évidemment, parce que quand on te dit ça, tu te dis ouais, c'est vrai que pourquoi pas après tout, machin. Mais ici, finalement, on est hyper attachés. C'est notre première affaire où j'ai commencé avec mes filles, comme je te disais. Il n'est pas question aujourd'hui de partir d'ici en fait. Je pense que si jamais on devait ouvrir autre chose, on garderait ça. Avec la première histoire qu'on a créée, ça resterait Foconero ici. Peut-être qu'on ferait quelque chose d'un peu plus grand ailleurs, mais en tous les cas ici ça va rester Foconero pour le moment. Et pour répondre à ta question, donc on a une petite cousine de Foconero qui va voir le jour bientôt, qui s'appelle A Fuego Negro du coup, puisqu'on va décliner la version mais en offre espagnole, et on revient plus du coup sur le projet dont je te parlais tout à l'heure de tapas espagnol, puisque on va ouvrir un petit bar à tapas espagnol qui va se situer dans les Halles de Rennes, à la Criée, la rue de Nemours. Donc voilà, ça, on va essayer d'apporter une offre qui n'existe pas vraiment sur Rennes aujourd'hui, qui existe déjà. Les tapas, on n'invente rien. Hein. En fait, aujourd'hui, dans le terme de tapas, on y met un peu tout. On fait des rillettes de maquereau, c'est des tapas. Tu vois, donc qu'on en voit un peu partout quand même. Voilà, le mot tapas, il est un peu galvaudé. L'origine du tapas, qui est au départ espagnol, on est quand même sur une bouchée souvent. Même l'origine de l'origine, hein, la tapas, ça veut dire couvercle, une tapas, una tapa. Donc c'est en fait un jour un serveur dans un restaurant qui, dans le sud de l'Espagne, qui, pour éviter que les mouches rentrent dans le verre de vin pour aller boire, du coup a posé dessus un petit carton comme les trucs de 2000, là, tu vois, les petits cartons de 2000 là, posé dessus, puis il s'est dit tiens, je vais mettre une petite tranche de jambon comme ça et du coup c'est parti un peu de là, hein. En tous les cas il y a une des légendes qui dit que ça viendrait là. En tous les cas tapas, ça veut dire couvercle, ça c'est sûr. Donc ça paraît à peu près crédible comme légende, tu vois. Mais donc l'idée c'est ça, c'est d'apporter une offre de tapas. Nous on va plutôt être sur du tapas un peu basque, comme à Saint-Sébastien, c'est-à-dire d'être sur des choses où quand tu rentres dans un bar à Saint-Sébastien, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'y aller. C'est pas le cas, faut y aller, c'est une ville qui est fabuleuse, c'est une des plus belles villes d'Espagne. Saint-Sébastien, quand tu rentres dans un bar à tapas, t'as un de différentes tapas, tu vois, qui sont tous plus spectaculaires les uns que les autres, où tout te fait envie, et quand tu rentres, tu dis je veux un comme ça, 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 comme ça. Enfin, bref, je te passe le truc, mais là au départ, tu dis on va juste aller boire un verre et manger 2-3 petits trucs. Tu ressors et t'as plus faim et t'as passé un super moment de partage parce que tu partages, tu goûtes, tu testes un petit peu tout, quoi. Donc ça va être un peu ça l'offre qu'on va proposer demain
là, dans les jours à venir, enfin, quand je dis demain, on va certainement sur le mois de mars, mars-avril, au printemps. On va attendre un peu les beaux jours pour ouvrir. Mais l'idée, c'est un peu ça, ouais. Petite pause pour vous dire qu'à partir de ce moment-là, on a eu un petit souci au niveau de notre carte son. Il y a des petits grésillements, donc soyez pas surpris. C'est pas votre télé, c'est pas vos écouteurs. Ça va bien se passer. Bonne fin d'épisode et bon visionnage. Hâte de venir tester tout écoute, ça. Avec plaisir pour vous accueillir, ouais. Si tu devais un peu, à quelqu'un qui connaît pas du tout le monde de la restauration, à Foconero, comment tu décrirais une journée type ? Comment ça se passe une journée type ? Alors une journée type, pour moi en fait, elle commence le matin ici, je suis là plutôt vers 9h. On ouvre au public à midi, donc 9h là, en fait il y a plein de mises en place à faire. Enfin, ma journée type à moi, elle n'est pas obligatoirement la même que dans un autre restaurant, mais en tous les cas, moi j'arrive le matin, je sors ma terrasse, j'installe, je fais le pain de mes frigos, je boule mes pâtons. Je boule. C'est un peu le passage obligatoire, le rituel dans la pizzeria, évidemment. Donc je boule, et je reboule. Et donc ça me prend jusqu'à quasiment 11h tous les jours, parce que je fais mes pâtons pour le lendemain, etc. J'ai toujours 48 heures d'avance pour la pâte notamment. Je fais ma pâte aussi. Donc voilà, donc c'est un métier en tous les cas qui me prend du temps, mais qui avec le que je fais avec plaisir. C'est-à-dire qu'à aucun moment je me dis j'en ai marre de bouler, ou j'en ai marre de faire ma pâte, ou j'en ai marre de... Aujourd'hui, je suis vraiment que dans le plaisir de faire ce que je fais. Donc voilà, je boule. Après, donc mes filles arrivent, elles font leur mise en place aussi. J'ai Deva qui fait son jambon, qui coupe, qui tranche, qui fait toute sa charcuterie à trancher comme ça. Donc elle a un bras beaucoup plus musclé que l'autre. Hein, parce elle tranche. Et puis Alizée qui, elle, s'occupe plus de la salle. Donc elle fait son petit ménage, sa mise en place de table avec les couverts, etc. Et puis à midi, écoute, on ouvre au public et on accueille nos clients avec grand plaisir. Et puis voilà, ça c'est on fait notre service, 14h30, fin du service en général. Donc notre rangement. Et puis là, on a une petite coupure. On rouvre à 19h le soir. Donc en général, on revient sur place à 18h. Donc 14h30 jusqu'à 18h. Là, chacun fait sa vie. Parce que je veux aussi laisser mes filles vivre leur vie, hein, je peux pas être tout le temps là. Et donc on va boire un coup souvent ensemble, on va manger quelque part tous les trois ensemble, dans d'autres restaurants rennais qui nous accueillent tardivement, par exemple. Et puis après, moi souvent je reviens ici, puis je refais mes préparations, je recommence mon boulage un peu avant, vers 17h, etc. Et puis mes filles arrivent à 18h, puis on recommence la mise en place, tu vois. Enfin, c'est une espèce de cycle comme ça, d'éternel recommencement, de toujours les mêmes choses, mais en tous les cas, qui sont des rituels auxquels maintenant on est plutôt habitué et qui ne nous posent pas trop de soucis. Machine érodée, quoi. Ouais, carrément, ouais, carrément. Et ce qui est rigolo, même pour illustrer un peu ça, quand je te parlais tout à l'heure de la manière dont on voit aussi qu'on a nous progressé dans notre capacité à prendre les commandes, etc. Aujourd'hui, on a presque, quand je suis Alizée, mon aînée qui est elle en salle, qui fait le service et l'accueil des clients, nous passe les commandes. Moi, je suis en cuisine avec Deva. En fait, maintenant, c'est presque de voir si on a battu notre record de faire toute la salle, d'avoir servi tout le monde. Est-ce qu'on a battu le record d'efficacité, quoi. Donc là, c'est un peu ce qu'on mesure maintenant, mais on voit bien que la manière dont on vit aussi nos services aujourd'hui, c'est pas la même qu'il y a 1 an et demi qu'on a ouvert, où là, on transpirait à grosses gouttes en se disant on voyait tous les tickets qui se mettaient les uns derrière les autres, on disait on va jamais y arriver, c'est trop long, les gens vont attendre, ils vont en avoir marre et tout. Bon, on n'a jamais eu trop ce souci-là, finalement. Les clients nous l'ont rarement reproché, ça arrivait que des gens ont trouvé ça un peu long, mais globalement ça a été. Mais aujourd'hui, là, on est redoutable, quoi. C'est ça déroule, et pour autant ça nous laisse aussi du coup plus de temps de discuter avec nos clients quand ils s'en vont, quand ils passent, donc au final on est gagnant même dans cette histoire-là. On a gagné du temps et en plus on peut profiter un peu plus des moments qu'on a ici, donc sans être toujours juste la tête dans le guidon en train d'étaler les pattes, s'enlever, tu vois. Donc c'est du bonheur. Quand tu parles justement là de la vie du restaurant, des clients, est-ce que tu aurais une anecdote un petit peu qui sortirait du lot où tu dis tiens, en fait je me rappelle d'un jour il s'est passé ça, c'était assez cocasse? Est-ce que je peux faire appel à quelqu'un pour ça? Les filles, est-ce que vous vous rappelez de quelque chose? Mais écoute, en fait, presque tous les jours, il y a des petites anecdotes. Alors, d'en sortir une plus qu'une autre... Non, sincèrement, là, ça me vient pas. Peut-être que ça va me revenir. Dans ce cas, je te redirai tout à l'heure. Ça te revient, tu dis stop, ouais. C'est bon, c'est revenu. Ah oui, c'est bien.
Bon, bah finalement, on m'a soufflé en coulisses. Ouais, effectivement, alors, c'est une anecdote, mais enfin, c'est pas drôle. C'est pas une anecdote drôle, donc ça a été une anecdote pas drôle. En fait, au tout début, quand on a ouvert, dès qu'il y avait quelqu'un qui avait un prénom, qui faisait une réservation et qui avait un prénom, tu vois, à connotation italienne, là, ça y est, quoi. On transpirait à grosses gouttes, on se disait, oh putain. Waouh! Et donc, c'était pour nous une vraie épreuve. Là, je pense que on tirait le truc, on s'appliquait comme des malades mentaux pour faire la plus belle pizza qu'on pouvait sortir et tout. Donc, ça nous a généré un stress de malade mental. Donc, à chaque fois, les gens, l'accent, tu vois, souvent quand les gens ils arrivaient, vous êtes italien, non? Oui, le stress total, machin. Et finalement, assez vite, on a créé du lien aussi avec cette clientèle-là. Des gens qui venaient, soit des Rennais d'origine italienne, soit des gens des touristes. Et en fait, moi, j'ai beaucoup discuté avec eux, notamment, pour leur dire, est-ce que vous n'avez pas des idées de choses qui se font dans votre région à vous, qu'on ne trouve pas ailleurs, etc., de petits plats. Donc, on a comme ça eu quelques petites idées, quelques petites suggestions. Et puis ça nous a permis, tu vois, de continuer à proposer une offre qu'on n'avait pas encore. Après, ce stress-là de départ, c'était un truc de vraiment de malade mental pour nous en tout cas. Et aujourd'hui, on aborde ça de manière vachement plus sereine, presque avec beaucoup plus de détachement. On est presque fiers de voir qu'il y a de plus en plus d'Italiens qui viennent manger chez nous, que ce soit des restaurateurs italiens de Rennes, ils se reconnaîtront. Et ça nous fait super plaisir, ouais, parce que c'est une vraie reconnaissance. Et en fait. Ça pour moi, ça a été un cap, tu vois, qu'on a passé qui était waouh. C'était se dire, même quand un Italien qui est aussi très chauvin, comme un Français, tu vois, quand il va dans un pays étranger, qui veut manger un plat français dans un pays étranger, il est effectivement très, tu vois, très critique. Et on a eu un super accueil vraiment de certains et restaurateurs italiens et d'Italiens de passage, qui nous a super fait plaisir, quoi. Donc ça nous a assez vite décomplexé du coup, et puis maintenant on en rit, quoi, quand les gens disent attention, je vous préviens, je suis italien, on leur dit même pas peur, quoi, du coup, parce qu'on a même plus peur maintenant, quoi. Donc mais ouais, au tout début, ça c'est une vraie petite anecdote que quand tu réservais avec un prénom italien, là t'étais sûr que tu nous mettais en stress pour la journée, ouais. Et si c'était Materazzi, le nom, c'était encore plus. C'était Materazzi, là, ça finit en bagarre, quoi. Exactement, parce que là, on avait une petite dette avec lui. Donc, malgré tout, tu vois, on a un resto italien, mais on reste français, quoi. Donc, mais non, donc, ça, c'était, pour le petit clin d'œil, c'était une vraie petite source de stress au tout départ, ouais. Si, au final, l'anecdote est drôle. Hein. Ouais, bon, j'ai pas fait exprès. Moi, je la trouve très drôle. Hop, on sait que tu es en train de passer un super moment avec ce podcast. C'est le moment aussi de nous noter avec 5 étoiles, bien entendu. Tu peux aller aussi nous suivre sur YouTube. Et puis, on n'oublie pas, on like, on commente et on partage. Toi, ton regard sur la restauration en général et sur l'évolution de celle-ci, en fait. Il y a pas mal de choses quand même qui évoluent de façon plutôt positive. Comment toi tu vois tout ça? Alors je donne pas forcément de thème en particulier, je vais te laisser un peu peut-être toi naviguer sur le thème que tu as envie d'aborder, mais est-ce que toi tu as un regard un peu justement observateur et comment tu vois les choses? Oui, en fait, moi je te dis, je me nourris beaucoup des réseaux, etc. Donc des ouvertures de restaurants, des choses comme ça, donc même dans la rue, en fait. Nous, quand on est arrivé ici, on a été super accueillis par les autres commerçants, les autres restaurateurs de la rue. Vraiment, on a eu un accueil incroyable. On a des voisins en or, on a Caravan Palace à côté, c'est un petit bijou. On a la crêperie, la ville 10 juste à côté, c'est pareil, ils nous ont super bien accueillis. Donc globalement, dans toute la rue, là je fais que focus sur 2, mais j'oublie pas les autres. Non, on a eu un très bon accueil. Et en fait, si tu veux, ce qui est assez rigolo, c'est que moi, avant d'être de l'autre côté du comptoir, j'étais client quand j'étais dans mon autre vie d'avant, et j'étais un gros client de restaurant. Moi, je pouvais aller manger tous les jours au resto, presque, j'y allais, tu vois. C'est-à-dire, les vendredis soirs, samedi soir, c'est obligatoire, c'était resto, et puis même en semaine. Donc très très client des choses qui ouvraient, ce qui se passait, ce qui se faisait, etc. Et là, on est passé de l'autre côté du comptoir, et du coup on est rentré aussi dans le réseau des restaurateurs. Enfin, tu vois, c'est un vrai réseau, c'est une vraie famille en fait de restaurateurs. Donc ça nous fait toujours super plaisir quand des restaurateurs viennent manger chez nous, et ça nous fait aussi super plaisir de pouvoir aller manger de temps en temps chez d'autres collègues du métier, et on aimerait en faire beaucoup plus, mais maintenant c'est devenu une activité qui nous prend vachement de temps. Donc on a moins le temps d'y aller, mais c'est avec
avec plaisir qu'on regarde ce qui se fait, qu'on essaye d'accompagner quand on peut accompagner, conseiller quand on peut conseiller, mais à mon humble niveau, tu vois. Mais en tous les cas, on regarde quand même beaucoup. Moi, je me nourris que de ça, en fait, de resto, de restauration, de bouffe, de tout ça, quoi. Donc ouais, c'est mon pain quotidien. Ouais. Une bienveillance générale dans le milieu qui fait que du coup, oui, c'est sain. En tout cas, toi, dans ton regard, c'est sain, ça donne envie de progresser, de découvrir plein de choses. Ouais, clairement, ouais, clairement. Et puis d'avoir même des fois, tu vois, des restaurateurs qui viennent. C'est des petits clins d'œil, mais des gens que tu as admirés, enfin, en tant que client, en disant waouh, surtout quand tu aimes bien manger et que tu aimes la bonne bouffe. De les voir eux franchir la porte de chez toi et venir manger chez toi, tu vois, c'est un truc où c'est super valorisant, mais donc ça fait plaisir. Et puis c'est une vraie famille en tous les cas. Moi aujourd'hui, je la ressens comme ça. Alors, peut-être que tu vois, j'ai encore mes petits yeux tout jeunes, tout mignons, mais je crois pas en fait. Je crois qu'il y a une vraie solidarité dans le métier, un vrai partage et que globalement en tous les cas, nous on a été super bien accueillis par les autres restaurateurs. Et aujourd'hui, on va chez eux avec grand plaisir dès qu'on a l'occasion de le faire. Ouais. Trop bien. Ouais. Je continue sur la question de... t'es quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce milieu de la restauration. Tu connais rien. Quel conseil t'aurais à donner, justement ? Toi, on va dire, on se remet quelques années en arrière, quand toi, t'es à ce niveau-là. Ouais. Qu'est-ce que tu donnerais au conseil du Giron ? Je dirais, comme disait un grand prophète, Jean-Claude Duss, vas-y, fonce, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, en fait, moi j'ai plutôt ma manière en tous les cas de voir les choses, c'est toujours de soutenir les gens dans ce qu'ils ont envie de faire et de me dire fais ce que toi tu as envie de faire et fais-toi plaisir quand tu veux le faire et crois en toi en fait. Donc je serais plutôt encouragé. Moi je saurais pas dire aux gens fais gaffe quand même, tu sais, en ce moment c'est compliqué, c'est dur, c'est machin. Moi je pense qu'il faut que chacun se fasse sa propre expérience. Et puis tu sais, on est alors, c'est un peu bateau, mais on est dans une culture nous en tous les cas européenne qui est différente, tu sais. Comme on le dit souvent, des Américains notamment, où la culture de l'échec est finalement presque plus une bonne chose que l'inverse. On dit de ses erreurs, on se nourrit de ses erreurs, et je pense qu'il faut se faire ses propres expériences. Donc je crois que si je devais donner un conseil à quelqu'un qui souhaite se lancer aujourd'hui, je dirais, si tu as un vrai projet, que ça te paraît clair, que tu penses que ça répond à un besoin autre que ta propre satisfaction à toi, parce que tu peux te faire plaisir, mais si tu n'as pas le client, à un moment, ça ne suffit pas. Fonce quoi, fonce et si je peux t'aider ou si je peux mais je sais pas si je suis déjà en capacité de donner des vrais conseils, tu vois, j'ai pas assez peut-être encore d'expérience ou de recul pour tout ça, mais en tous les cas c'est avec plaisir que si on me sollicite j'accompagnerai en disant si tu y crois, si tu as envie de le faire et que tu penses que c'est le bon créneau, que c'est le bon produit, que c'est le bon concept, fonce, fais-toi plaisir. Moi c'est presque mon seul regret, c'est de pas l'avoir fait avant finalement, tu vois. Si j'avais su, mais bon, c'est comme ça. Et finalement, peut-être ça aurait été différent si je l'avais fait avant et que ça n'aurait pas fonctionné. Ça m'a peut-être aussi permis de mûrir mon projet un peu plus et puis finalement d'avoir une offre qui marche et qui plaît. C'est sur ce que tu dis sur l'erreur qui permet de progresser. Justement, est-ce que toi, tu aurais fait une erreur où tu t'es dit à l'époque mince, là j'ai merdé, mais au final cette erreur-là m'a permis de progresser peut-être plus que si je n'avais pas fait l'erreur. Est-ce qu'il y a un truc comme ça qui t'a aidé, toi ? Je te dis, en fait, alors erreur en tant que telle, aujourd'hui, en tous les cas, j'en ai pas vraiment en tête. Pour autant, ce que je te disais, pour le petit clin d'œil, ma seule erreur, c'est de pas l'avoir fait avant, je pense. Ouais, parce que aujourd'hui, je m'éclate, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein d'autres choses. Mais bon, j'ai 50 balais, quoi. Donc, pas non plus, je suis pas immortel, quoi. Donc, j'ai un peu ma femme qui me prenne des fois aussi pour me dire pep, parce que moi, j'ai une idée, quoi, tu vois. Donc je la fatigue un peu. Donc, mais si je pouvais, j'avais plein d'autres idées, de trucs où je suis assez convaincu que ça peut fonctionner. Mais, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que notre projet, il a fonctionné tout de suite. Notre concept a fonctionné tout de suite et que notre banque qui nous a suivis nous a dès le départ fait confiance et ça s'est très bien passé. Qu'aujourd'hui qu'on l'a ressollicité pour un deuxième projet, elle nous a aussi dit oui assez rapidement. Donc la tentation elle est forte des fois de se dire allez, on a un peu le vent en poupe, on y va, on continue, on avance, on en fait d'autres, on a plein d'autres idées sans être obligatoirement italien, tu vois. Nous on n'a pas trop
juste cet objectif de se dire on va rester cohérent et rester que dans l'italien. Mais on a plein d'autres idées encore dans les cartons. Là, on va lancer le projet donc Tapas dans les halles de Rennes. C'est un peu un labo test. On se dit les halles c'est sympa pour manger. En fait, la culture des halles à manger, ça se fait beaucoup partout en fait, en France, à l'étranger. Et on aimerait bien qu'à Rennes, ça devienne aussi un endroit où désormais ça soit un déclic pour les gens de se dire tiens, si on allait manger dans les halles autrement que quand c'est le marché à manger le dimanche par exemple. Donc on pense qu'il y a un vrai truc à faire, on y croit. Et puis après, c'est se dire si ce concept-là fonctionne dans les halles, peut-être qu'on le sortira et qu'on le mettra ailleurs dans quelque chose de plus grand pour être ouvert le soir. Parce que nous, dans les halles, on sera fermé le soir à 19h30, tu vois. Donc on va vraiment avoir une offre du midi, de l'après-midi pour du traiteur à emporter ou des gens qui mangent un peu plus tard, etc. Et puis de l'apéro du soir avant d'aller au resto, de venir se manger un ou deux tapas jusqu'à 19h30, 20h, voilà quoi. Donc là, tu viens de donner un deuxième conseil presque pour quelqu'un qui voudra se lancer, qui s'est lancé. Ouais. C'est attention de prendre le tempo tranquille, de pas aller peut-être trop vite pour pas se brûler les ailes, prendre le temps presque. Ouais, mais tu sais, même ça, je sais pas si on peut en faire une règle en fait, parce que, enfin une règle, en tous les cas, ou l'avoir comme un conseil, ou le généraliser, parce que je pense que c'est aussi à chacun de voir comment il veut vivre ça, comment il le sent, mais assez naturellement, déjà autour de toi, tu sais, dans ton entourage, tu as plus souvent des gens qui disent ouais, mais t'es sûr, ou attention, ouais, mais t'as pensé à, etc. Donc, tu as toujours un peu des alertes comme ça qui se font assez naturellement dans l'entourage. La banque aussi, des fois, elle te dit vous êtes sûr parce que quand même, là, on a fait le calcul, ça me paraît pas trop. Donc, des fois, voilà, ça s'arrête un peu vite le projet, tu vois. Mais il y a des fois aussi, parce que tu as un peu la baraka, tu vois, tu dis, si on le fait pas maintenant, on le fera pas. Et que, voilà, il y a plein d'exemples sur Rennes de gens comme ça, tu vois, qui ont assez rapidement lancé plusieurs projets les uns derrière les autres et pour qui ça fonctionne. J'ai en tête Satio, les trois copains de Satio, trois potes d'école de commerce qui ont créé leur premier projet, puis un deuxième, puis un troisième, et là, ils viennent d'ouvrir un quatrième. Voilà, tu vois, ça montre que, et je crois que c'est en 4 ans, hein, si je dis pas de bêtises, que ça a dû commencer Covid, leur première affaire. Donc finalement, ils ont presque eu un projet par an. Et je pense que quand tu as des bonnes idées, que tu es un peu réfléchi aussi dans ce que tu veux faire et que tu donnes un peu le temps quand même de t'assurer que ça va tenir la route, faut pas se priver, quoi. Faut y aller et puis se lancer, quoi. Et croire en soi. C'est vrai que c'est le plus important, ça, quand même. Ouais, carrément. Ouais. On arrive sur la fin du podcast. Il va me rester 2 questions. Ouais. L'avant-dernière question, ça va être, tu l'as abordé un tout petit peu tout à l'heure, sur le fait des gens qui viendraient manger chez toi, où tu serais un petit peu presque sur le côté, comment on appelle ça aux États-Unis, starstruck, un peu, t'es bloqué parce que c'est une star qui arrive et t'es un petit peu intimidé. Ouais. Est-ce que tu aurais quelqu'un, toi, qui te ferait rêver de venir manger ici, de l'accueillir et de lui faire goûter ce que tu fais? Alors moi non, enfin, je serais incapable de donner un nom. Il y a plein de gens que ça m'impressionnerait d'avoir dans mon restaurant, évidemment, des restaurateurs, de toute façon, ça tournerait beaucoup autour de la restauration, évidemment, mais donc tu vois, des chefs, des pizzaiolos qui ont un peu de réputation, voilà. Donc ça serait avec un grand plaisir, mais j'arrive pas à être focus sur une personne. Tu vois, en gros, je peux assez vite être impressionné, moi. Donc non. Tu vois, au tout début, t'es italien, tu rentres, tu m'impressionnes. Voilà quoi. Tu vois, moi, je te vois arriver avec ton t-shirt de Naples. Je sais pas, je me dis, ça se trouve le mec est italien, napolitain. Je voulais te mettre la pression un petit peu. Ça a marché. Mais donc en fait, l'idée mon idée à moi, c'est pas, j'ai pas une personne vraiment en tête, mais en fait. Il y a plein de gens que j'aimerais accueillir finalement. Tout à l'heure, tu m'as posé la question, finalement, je me rends compte que j'y ai pas complètement répondu. Je reviens dessus, mais tu me disais, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont un peu donné des conseils, etc. Ouais, il y a une personne aussi qui m'a beaucoup aidé dans ce projet-là. C'est Paul Cochet, qui est pizzaiolo, qui a une pizzeria à Saint-Malo qui s'appelle Bello Mio. Et donc, avant, il avait une pizzeria, il était à Charles-de-Bretagne, où il avait ouvert quelque chose avec sa maman et son frère. C'est une histoire de famille aussi, donc c'est un peu notre modèle aussi à nous. C'est donc les 2 frères et la maman. Et en fait, Paul, j'avais pris contact avec lui parce que j'adorais ce qu'il faisait. Sa pizza était très bonne. Donc j'étais cliente de son restaurant à l'époque, où j'allais avec mes filles chercher des pizzas parce qu'on habitait à côté. Et donc j'en ai sympathisé, discuté, etc. Et un jour je lui ai parlé de mon projet, etc. Et il m'a dit si tu as des questions, t'hésites pas. Et je lui ai posé, mais je pense 1 milliard de questions, tu vois. Et il a toujours été disponible pour me répondre.
Et je pense que il a énormément contribué aussi, tu vois, à me décomplexer, à me dire que ce que je faisais, j'étais dans le vrai, à me donner des conseils, à me mettre en relation avec des fournisseurs. Choses comme ça, tu vois, où au départ, c'est un peu ce qui me manquait, moi. C'était de me dire, trouver le bon fournisseur, le bon produit, etc., m'assurer que voilà, on est bien sur des produits de qualité, tu vois, etc. Et Paul, pour ça, il m'a vraiment, vraiment aidé. Et je vais manger chez lui dès que je peux, parce que d'abord, j'adore toujours ses pizzas, elles sont super bonnes. Alors, il n'est pas encore venu manger chez moi, donc s'il regarde ce podcast, c'est pas facile à dire. Hein. En tout cas, s'il regarde, Paul, je compte sur toi pour venir un jour manger chez moi. Mais prends ton temps, parce que peut-être que je suis pas encore complètement prêt. Donc, tu as encore le temps. En tous les cas, lui, je voudrais vraiment le remercier du coup de main qu'il m'a filé au départ, parce que ça m'a beaucoup décomplexé aussi sur plein de choses, quoi. Et lui, je lui dois beaucoup. Merci, Paul. Merci, Paul. La dernière question pour terminer ce premier épisode, ça va être... est-ce que tu aurais quelqu'un que tu aimerais bien voir, en tout cas entendre dans notre podcast prochainement? Est-ce que tu aurais un nom à nous donner? Je pense à quelqu'un d'autre. Ça pourrait être Pierre du restaurant Coup de Foudre, qui a ouvert à la place de Vino et Gusto, qui avait avant, donc pas très loin, qui est un voisin. Pierre, en plus c'est une vraie personnalité, donc je pense que ça peut être un bon client pour un support comme ça. Et puis en plus il vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps, donc ça peut être pour lui l'opportunité de parler aussi de son projet d'eau. C'est un exemple, mais j'en aurais 12 000. Comme je disais tout à l'heure, je peux pas tu vois, avoir qu'une seule personne. Et j'ai une deuxième proposition, il y a aussi Magma. Les filles de Magma, je ne sais pas si vous les connaissez, elles sont justement rue Jules Simon, à la place d'une ancienne pizzeria, décidément. Donc Magma, c'est Louise et Colline, et elles ont un petit resto toutes les deux qui est plutôt super sympa, où on mange bien, et elles aiment la bonne bouffe, elles aiment Hormis en plus évidemment tous ceux que vous avez prévu d'aller, où je sais que vous allez aller, qui sont des très bonnes adresses aussi, donc merci beaucoup. Après, on a compris que tu aimais le partage, donc je pense que tu aurais été prêt à nous donner plein d'adresses et plein de noms. Ouais. En tout cas, merci pour ce moment d'échange qui a été très très intéressant. En tout cas, je conseille moi à tout le monde de venir ici, parce que je suis venu plusieurs fois avec Aurélien, on s'est à chaque fois régalé. À chaque fois, quand on me dit est-ce que tu as une adresse, je l'ai dit il y a quelques jours d'ailleurs, on m'a demandé qu'est-ce que tu as testé récemment, et à chaque fois je dis ici. Bon, c'est cool. Parce que le côté street food, parce que le côté nouveauté, vous changez aussi souvent votre carte. Ouais. Et puis le côté humain, comme on disait, la gentillesse, l'équipe, c'est des choses que, en tout cas moi, ça me touche. Et donc c'est pour ça que c'est un vrai plaisir de commencer cette saison d'Aim C'est Bon podcast avec toi. Bon, et puis c'est cool. Et puis merci pour ce moment. Et puis on vous dit à bientôt. Et puis on espère que vous avez apprécié l'épisode. Merci à vous. Salut. Merci. Ciao.